tes belles voix. Bon, allez, on est parti. Faut bien se lancer un moment. Allez, vas-y. Déjà, merci d'être venu pour cette première. Vous allez subir les affres de la première. Donc, de Green Tech Auvergne, un magnifique nom, très original, pour parler de Green, de Tech en Auvergne. Hop, ça c'est notre logo, vous l'avez tous vu. Il y aura bientôt des stickers collector à récupérer, avec des paillettes, parce que Goose aime bien les paillettes. C'est quoi son nom, tu m'as dit déjà, Goose? GT. GT, la guimauve. En fait, ouais, comme ça fait GTA, GTE, et comme tu disais souvent la A-Team, en fait, de l'agence touriste, donc ça faisait la GT A-Team, ça faisait GT et la A-Team, l'agence touriste. Quoi. Voilà, c'est tout. Magnifique. Bon, le QR code pour le site de Green Tech Auvergne, pour ceux qui ne connaisseraient pas, mais vu que vous êtes là, on imagine que vous connaissez. Il y aura les infos pour les prochains meet-up, pour s'inscrire, pour le lien vers le Discord, etc. etc. Pour le CFP aussi. Le code of conduct. Le code of conduct, c'est important. Bienvenue, on l'a déjà dit. Donc moi je me présente très simplement Mathieu, je travaille chez Soprasteria, pas très loin. Je ne vais pas parler beaucoup parce qu'avec Goose on va parler beaucoup plus après pendant le talk, mais c'était juste histoire de se présenter et je passe la main à Goose qui vous racontera un peu l'histoire aussi du meet-up. Ouais, donc bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux, c'est cool. Pour une première. Ça me stressait un peu, ils se foutront de ma gueule peut-être à ce sujet-là, mais je trouvais qu'il y avait énormément de monde et je suis content, mais ça me stresse. Et donc, le talk, le meet-up. Laisse-nous introduire. Laisse-nous 5 minutes, après c'est à toi. Premier. Donc, pour le meet-up, en fait, comment est venue l'idée du meet-up? Il y a quelques temps, j'ai oublié de me présenter aussi. Donc, je suis Sylvain Gougouzian, plutôt connu sous le nom de Goose. Je travaille chez Zeninka ici, à Clermont-Ferrand. On est dans ces locaux-là. Et merci Zeninka pour les locaux pour ce soir et quelques cacahuètes et boissons pour tout à l'heure. Merci. Donc, le meet-up, en fait, en début d'année, il y a une conf à Tours qui s'appelle Tour Tech où j'ai vu Mathieu présenter son... Non, c'est l'année dernière? Ou c'était cette année? Cette année, ouais. Que j'ai vu présenter sur une des parties que vous allez voir ce soir. Et en fait, donc moi je suis dans le Green IT depuis un petit moment, je suis formateur aussi à ce sujet-là, et j'avais envie de lancer un meet-up sur Clermont-Ferrand dans le numérique responsable, et puis lancer seul c'est un peu compliqué, et j'ai vu que Mathieu était de Soprad à Clermont, je me suis dit bah c'est cool, je vais lui proposer qu'on fasse ça ensemble. Puis Mathieu me dit bah j'ai une connaissance, quelqu'un avec qui j'ai croisé, j'ai mangé de temps en temps. Un mec sur le porte-bagages. Voilà. Avec qui voulait faire un meet-up sur Vichy. Et donc, en gros, pourquoi pas tous les trois. Et puis, quelques mois plus tard, je crois que c'était en avril, que tu avais lancé un WhatsApp ici avec tous ceux qui travaillaient chez Turing. Où toi, tu voulais monter un club des entrepreneurs en fait, du numérique responsable. On s'est dit, pourquoi pas se mettre tous les quatre à faire un meet-up et qui soit rayonnement de l'Auvergne. Donc, voilà. Je laisse la parole maintenant à Romain ou Clément. Ouais. Allez hop. Présente-toi, puis après je vais Vite fait, je m'appelle Romain Chapon, dit Le Chaps, je travaille chez Michelin. Je suis pas du tout tech, je suis architecte d'entreprise et plein de trucs. J'aime le vin et le théâtre et j'aime surtout quand on m'explique les choses. Et c'est un peu pour ça qu'avec Matt, on avait l'idée de faire ce meet-up avec une partie tech et puis une partie un peu plus prospective et éveil. Voilà. Parfait. Clément Lamy, je bosse ici à Turing chez Telio. Je fais de la data, voilà. Je suis consultant sur les gros volumes de données. Je fais de l'ingénierie et de l'architecture. Et évidemment, on vous souhaite la bienvenue ce soir. Pourquoi on a créé ce meet-up? Tu n'hésites pas, t'interromps, tu fais du dynamisme. Oui, ils m'ont filé une télécommande, j'ai passé une sale soirée, je vous le dis. Allez hop, on avance. Non, ça va, on va laisser plutôt vers l'avance. Ouais. Donc, l'idée d'un meet-up, c'est avant tout le partage, n'est-ce pas? J'en profite, je défile. Évidemment, apprentissage collectif, donc c'est pas parce qu'on est tous les quatre ce soir sur scène, normalement ça devrait être la dernière fois. Après, normalement ça devrait parler un peu plus après. Découverte, on espère que ce soir et surtout sur la prochaine session, à chaque fois il y aura le petit truc en plus auquel vous n'avez pas pensé, auquel vous n'avez pas eu accès. C'est vraiment le but de ces meet-up. L'objectif c'est pas de venir chercher la bonne parole, on n'est pas du tout tous les quatre on partage pas cet objectif là, c'est surtout
comme je disais précédemment, avoir une conscience collective et puis d'échanger autour d'un moment sympa avec un élément technique et puis il y a un élément de discussion derrière et que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, son jeu de mots. Forcément, t'as loupé le Agir Ensemble. Agir Ensemble, pardon. Une fois qu'on a quand même quelques connaissances. C'est dangereux ton truc là. C'est dangereux. Le but était quand même qu'on puisse en reproduire une partie dans son boulot au quotidien. T'es très à cheval sur les principes, donc vas-y, je te laisse lancer le. Oui, le principe, ouais. Le principe, c'est un talk qui fixe quelque chose. Un talk évidemment un peu technique, mais pas que. Et après, une table ronde. La première sera pas forcément aujourd'hui, sera pas forcément en format table ronde, sera plutôt l'objectif de donner la parole. Et donc l'objectif en fait c'est aussi que tout le monde travaille. Pour qui? Les devs, les ops, les UX, tout le monde. Même des architectes, vous voyez. Et même les enfants, vous voyez, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas la prochaine fois aussi à ramener des gens qui ne sont pas tech, parce qu'au final on est tous utilisateurs et modélisateurs de cette manière du numérique. Donc évidemment, voilà. C'est aussi une observation en fait de quelques confs tech auxquels je participe, c'est que on se parle entre nous, on se comprend, c'est sympa, on se fend la poire, mais après comment on arrive à parler des personnes qui sont en dehors de nos métiers pour les amener avec nous sur les sujets, et qu'on parle de numérique responsable, c'est la même chose, comment on peut parler un peu plus large pour que la question ne soit pas uniquement entre gens de la tech. Quand une soirée par trimestre, où on n'est pas non plus à cheval sur les dates, hein, on laisse le choix dans la date. L'objectif quand même c'est d'en faire une deuxième. Voilà. Ce soir on vous l'a dit, c'est un peu particulier, il y aura forcément des loupés, vous allez forcément rester sur votre faim et c'est normal, mais l'objectif c'est qu'on puisse recommencer après. Ou en Auvergne, on peut considérer l'Allier dans l'Auvergne aussi. Hein, ah ouais, j'aime bien. D'entrée, j'aime le débat, tu vois. Non, mais on a une proposition sur Saint-Étienne aussi. Saint-Étienne, c'est en Auvergne, je crois, à peu près, non? Oui, alors, il y a débat. L'objectif aussi, c'est pas de rester qu'à Clermont-Ferrand, c'est qu'on puisse un peu voyager de manière responsable, mais qu'on puisse aller un peu plus loin. On a déjà quelques idées. Et puis on ira là aussi où le vent nous portera, et puis là où aussi on nous accueillera, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, merci Zenica, on bénéficie de cette salle, mais on espère bien aller ailleurs. Sponsor. Alors, c'est le moment chéquier de la chose, on vous attend. Pas du tout. Non, sponsor, je pars tout seul, mais vous me complétez, les copains. Ce qu'on cherche, c'est pas forcément d'argent, c'est surtout des lieux, des gens qui veulent parler, des gens qui peuvent nous aider et contribuer à la chose. On n'est pas là d'entrer à demander des sous. Ce qu'on demande, c'est que le mouvement s'enclenche. Et le mouvement peut s'enclencher avec de l'énergie, et là, je vous laisse le choix dans l'énergie. Oui, par exemple, là, il y a l'IUT du Puy-en-Velay qui nous propose de faire une soirée chez eux, par exemple. C'est plus du sponsoring dans ce sens-là, c'est des lieux d'accueil. Et puis, côté un peu pour peut-être des pizzas ou un peu à boire ou des trucs comme ça pour discuter pendant la table ronde. Mais c'est pas tant, on n'a pas besoin de sous particulièrement, en fait. C'est plus des lieux d'accueil, ouais. En fait. Par exemple, ce soir, le pot de finale sera sponsorisé par les vignerons de Saint-Pourçain. Un peu par Zenica aussi. Ou par Zenica. Un peu par nous aussi. Et un peu par nous aussi, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. QR code. Oui, alors donc ce soir, le talk sera animé par nos deux merveilleux camarades. Les prochains talks, ça sera vous. Donc, je vois qu'il n'y a personne qui flash, mais si, allez-y. Allez-y, proposez. Vas-y, Arsène. Voilà. Quoi d'autre à ajouter? Oui, on a des talks sous le coude, mais l'idée, c'est comme disait tout à l'heure Romain, c'est une idée de partage, etc., et qu'on apprenne tous ensemble. Et je pense que nous, on sait quelques trucs, mais je pense que vous savez des choses que nous, on ne sait pas. Et c'est dans ce sens-là où, en fait, on grandit tous ensemble. Et c'est un peu l'état d'esprit de ce meet-up.
Donc il y a le conférence hall sur lequel vous pouvez mettre vos sujets, comme ça nous permettra d'avoir un pool de talk, sachant que c'est un par trimestre. Donc là, s'il y en a qui ont des idées de talk, ça vous laisse 3 mois pour préparer, ça va. On parle de talk, on parle aussi de table ronde. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous n'avez pas forcément des réponses complètes ou vous voulez creuser, n'hésitez pas aussi à poser l'idée. On a aussi des idées de table ronde. Ouais. Hop, hop, hop. Dans des suggestions. Si vous avez des idées de table ronde, par exemple, je sais pas moi, robustesse versus résilience, ce genre de choses, robustesse des systèmes. C'est mes sujets en ce moment, c'est pour ça. Allez-y, n'hésitez pas. C'est pas forcément que tech, mais essayez de rester dans le sujet, mais on est assez ouvert. Des choses à ajouter ou on a tout dit? Vas-y, suivante. Ok. Voilà. Communauté. Alors, communauté, il y a un Discord qui est à disposition, qui permet d'échanger de manière informelle et d'avoir des blagues de potage, bien sûr, mais pas que ça, et qui permet aussi de nous organiser. Et aujourd'hui, soirée de lancement. Tadam! Ouais. Waouh, l'enthousiasme! Bon, le prochain rendez-vous. On a déjà une idée de date. Donc, comme on vous le disait, on recherche des talks. Le à définir, on a déjà une idée, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sponsoring particulier, cette salle est assez bien, en termes de dimensionnement et en termes d'équipement. Le but, c'est pas de s'y implanter, comme on vous disait, c'est de voyager un petit peu. Mais voilà, si ça vous plaît, et ça vous plaira forcément ce soir, revenez, le prochain rendez-vous est au mois de février. On communiquera évidemment sur les plateformes inhérentes. Et après... De préférence, on recherche un talk non tech, et évidemment... Ouais, exactement. Et après, donc on a Vichy, une ville d'eau, le Pure Volet, les lentilles, et chez vous évidemment. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Waouh! Des remarques? J'ai totalement niqué l'ambiance. Alors, c'est assez clair? Ça vous va ou pas? Oh, cool. Et bien maintenant, on va laisser la scène à nos deux compagnons. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux encore parler 8 minutes si tu veux. Encore 8 minutes? Eh bien, attends, je peux faire un karaoké, attention. Non, c'est bon. Non. Allez, à vous les jeunes. Merci bien. Un, deux, ça marche pas. Attendez, il faut changer ça. Ouais. Du coup, on a fait simple pour ce soir. On s'est auto-sélectionné. Comme ça, au moins, ça allait vite. Bah, apparemment, le CFP, le lien n'a pas marché. Il y est sur le site, pour info. On le corrigera. Donc, on s'est sélectionné par facilité et aussi par envie, parce que ça fait un moment qu'avec Goose, on veut faire ce talk et que personne ne nous prend. Donc, on s'est dit qu'on allait se prendre. C'est faux, on a été pris à Snowcamp. Depuis, on a été pris à Snowcamp. Ouais, Du coup, on n'a plus d'excuses. Donc, c'est un talk qui est un peu un mix entre celui que Goose fait et celui que je faisais aussi. On va essayer de ne pas être trop tech, parce que l'idée, c'est pas de vous bombarder d'infos tech. Mais voilà, on va quand même parler un peu tech à un moment ou à un autre. Tous les slides sont faits avec Slidesk, un outil magnifique qu'on vous conseille pour faire des slides en web responsive et tout. Il est assez green, parce qu'il consomme très peu, et oui, tout à fait. Il était conçu dans l'idée de Green IT quand même, Slidesk. Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est de parler de full stack long terme. Donc en gros, comment faire un peu du green à tous les étages. Ça marche plus. T'as tout cassé. Ah oui, attends. On sait bien Slidesk, mais des fois il y a des bugs. Une petite chanson. Oui. Bouge pas, ça arrive. Alors? Oui? Non. Toujours pas. Ouais, c'est pas grave. On va faire du clic. C'est eux qui ont tout cassé. Ouais. Donc on s'est déjà représenté, donc on va pas le refaire. Mathieu, et pas Vincent, passionné de tech, et puis mon site où vous avez les infos sur les talks et autres. Ça marche bien au doigt, hein? Ça marche bien. Et ton micro marche plus non plus. C'est la première, c'est normal. Ou alors c'est...
Donc, je me suis déjà présenté tout à l'heure, mais c'est vrai que comme c'est le talk. Donc, Sylvain Gourouzian, je suis dev depuis le millénaire dernier. En fait, j'ai commencé dans les années 90, 95 pour le web, donc c'est vieux. Je suis formateur Gun IT aussi. Et puis, si vous avez des infos, si vous voulez des infos sur goose.dev, voilà. Allez, fin de l'auto-promo. Rentrons dans le sujet qui vous intéresse plus que nous. C'est les Green Lantern. Ouais, alors ça, c'est ce que m'a proposé Mathieu, en fait. C'est nous, normalement. Ouais, il voulait qu'on achète un costume vert tous les deux et qu'on se mette, mais sauf que j'étais un peu, quand il m'a proposé ça, j'étais un peu comme Deadpool en fait, où il disait pas le costume vert parce que quand il avait joué avec une lanterne, ça lui a traumatisé un peu. Donc voilà, j'étais plus dans cet état d'esprit-là, donc on a dit pas de costume. Allez, avant de rentrer dans le technique du full stack, on voulait quand même faire quelques rappels pour ceux qui connaîtraient pas trop le green ou qui commenceraient à découvrir. Je suis sûr que vous êtes tous experts plus que nous, mais rappeler quelques concepts de base, ça fait toujours du bien de remettre un peu l'église au milieu du village. En quelques mots, déjà l'éco-conception, il faut savoir que c'est une norme maintenant, 14006 pour être précis, qui explique un peu comment prendre en compte tout ce qui est environnement dans la conception de produits. Alors produits pas que au sens informatique, aussi bien vos chaussures que vos smartphones, que tout. Et de comprendre qu'un produit, c'est un cycle de vie, une fabrication, l'utilisation et le recyclage / la destruction. Et que tout ça, c'est à prendre en compte un moment ou un autre, parce que ça a un impact environnemental. Quelques chiffres un peu qui parlent, souvent. 64% de fonctionnalités dans les applis qui servent à rien. On le connaît tous, l'appli qui a été créé à un moment. Pour Jean-Michel, parce qu'il avait envie de faire un truc, Jean-Michel est parti, on n'a pas enlevé la fonctionnalité, et pourtant, elle tourne toujours. Doublement des ressources, ça c'est un peu plus inquiétant, en gros, tous les 2 ou 3 ans, on augmente le nombre de ressources dont on a besoin pour faire tourner des applications, même si les applications ne sont pas plus compliquées qu'avant. C'est-à-dire qu'on s'amuse à consommer juste pour le fun. La durée de vie d'utilisation d'un ordinateur, et c'est encore plus vrai pour votre téléphone, elle a été divisée par 4 en 25 ans. Donc c'était avant, quand vous avez un ordinateur, vous le gardiez 5, 6, 7 ans. Le smartphone, au début, pareil, son Nokia, il était incassable. Donc j'ai toujours mon Nokia 3310 qui fonctionne. Ouais, mais ton iPhone, tu le changes tous les ans. Non, pas moins quand même. Mais par contre, non, par exemple, sur les ordinateurs, là, je vois le Mac, par exemple, je peux pas changer la RAM, elle est soudée dedans. Alors qu'avant, sur les vieilles tours qu'on avait, on pouvait changer les cartes graphiques facilement, les RAM facilement, donc sans ça, on a de l'obsolescence matérielle, en fait. Ouais, un peu guidé par les constructeurs. Donc voilà, quelques chiffres qui expliquent un peu les dérives qu'on a actuellement. Quelques axes d'action sur comment on peut essayer de faire déjà pour limiter ça. Moi j'aime beaucoup la dernière sur penser aux alternatives disponibles, c'est-à-dire que la technologie à la mode n'est pas forcément celle dont vous avez besoin. Pour les plus techniques, Kubernetes et compagnie, c'est peut-être pas nécessaire à chaque fois. L'IA, on est en 2024, tout le monde fait de l'IA, on ne sait pas pourquoi, mais on en fait au cas où ça puisse rapporter des sous, donc il faut faire un peu attention à ça. Connaître un peu ce qu'on utilise, pourquoi j'utilise tel ou tel langage, est-ce qu'il y a vraiment une utilité ou c'est juste pour me faire plaisir. On sait qu'il y a des benchmarks qui existent, qui valent ce qu'ils veulent sur les Python qui consomment plus d'énergie que C, etc. Donc c'est quand même des choses à prendre en compte quand on construit des applications en informatique. Il faut savoir qu'il y a des niveaux autour de l'éco-conception, pareil, qui sont valables pas que pour l'informatique, pour savoir un petit peu où on en est de son niveau de prise en compte du responsable, de l'éco-responsabilité dans sa conception de produit. Donc ça va j'optimise techniquement, c'est-à-dire que j'évite de consommer des ressources de ouf pour pas grand-chose, jusqu'à je suis vraiment en rupture de ma conception. Le truc qu'on peut voir typiquement, j'ai vu en Allemagne typiquement, c'est qu'il y a des sites maintenant où il y a une file d'attente. C'est-à-dire qu'on se connecte sur le site et on nous dit tu vas attendre 1 minute parce que j'ai trop d'utilisateurs pour le moment, donc prends un peu de temps et tout ça. Pas toujours besoin d'être en instantanéité quand on est sur une feature. Tout à fait, ouais. Il y a un site par exemple qui a bien fonctionné, qui est Price Comparator, où l'idée c'était on se connectait pour avoir différents prix en fait, et ils ont divisé par 70, je crois, le nombre de requêtes, etc., et puis le nombre de ressources qu'ils avaient besoin, en vous envoyant un mail pour vous dire quand le prix a changé, en fait, plutôt que vous alliez toujours faire F5 en fait, sur le site. Donc ils ont multiplié leur clientèle par 3 aussi avec ça. Donc c'est en gros, on fait la rupture de notre projet, comment il fonctionne, et souvent ça matche bien. Pour ça, l'usage différent.
Hop, hop, hop. Donc quels sont les leviers dans notre monde du numérique, hein, on est là pour ça ce soir. 2 leviers principaux. Déjà la sobriété, on a déjà évoqué, hein, c'est peut-être pas toujours renouvelé tout le temps rapidement. On a de l'existant qui souvent marche, pourquoi devoir forcément le changer tous les 6 mois ou tous les ans. Donc là c'est pour l'existant, on capitalise dessus. Et puis pour tout ce qui est éco-conception, donc tout ce qu'on va développer dans le futur, penser éco-conception dans sa démarche et dans le développement de l'application qu'on va faire pour que ça soit aussi plus durable et que la sobriété numérique d'aujourd'hui soit celle aussi de demain. Quelques projections, je trouve que les chiffres sont assez parlants, c'est issu de l'ARCEP. C'est en gros notre consommation actuelle, on voit qu'on est dans le rouge total parce que si on continue de consommer comme on le fait typiquement sur tout ce qui est terminaux mobiles ou terminaux au sens large, d'ici à 2030, on va exploser les compteurs, plus 45% sur les gaz à effet de serre, les mines, plus 14%, tout ça. On voit que juste en rose en dessous, rien que si on garde notre smartphone 1 an de plus, ce qui n'est peut-être pas le bout du monde, on voit déjà qu'on réduit par 2 les gaz à effet de serre et tout le reste, on rattrape un peu notre retard et tout ce qu'on a consommé sur les matières premières, tout ça. Si on passe à 2 ans, là on est quasiment flat sur les gaz à effet de serre et alors pour le reste c'est encore mieux. Et puis après le rêve, si on respecte encore plus et qu'on garde vraiment jusqu'à ce qu'il y ait mort sans suite du smartphone, on va pouvoir être plutôt dans le gain plutôt que dans le déficit par rapport à notre consommation des ressources et notre pollution au global, parce qu'on parle souvent des gaz à effet de serre quand on parle de green, mais clairement c'est pas le seul sujet qu'on a à traiter, parce qu'il y a aussi tout ce qui est ressources et matières premières. Justement, en fait, où est-ce qu'il y a, d'après vous, entre les data centers, le réseau et les mobiles, où se trouve la principale consommation de ressources, en fait? Ouais, les terminaux, exactement. Les data centers, eux, sont plus consommateurs d'énergie sur la suite, mais par contre, si on fait la problématique, en fait, c'est surtout la fabrication. Un serveur, en fait, il y a 67 millions à peu près de serveurs dans le monde sur 34 milliards de terminaux. Donc, l'idée, c'est que la fabrication d'un data center, il va durer quelques années, alors qu'en fait, un smartphone, les gens les changent tous les ans, tous les 2 ans, maximum tous les 3 ans. En fait, 80%, c'est tous les 3 ans. Donc, la fabrication, c'est le principal consommateur de ressources. Par exemple, là, c'est une petite mine de lithium qui donne 6 et lacs de décantation. Ça fait joli, ça fait des couleurs et tout, mais bon, c'est pas très sain pour la planète. Aussi, dans ces lacs-là, en fait, l'idée, c'est de verser des produits chimiques pour sortir des terres rares, donc du lithium, d'autres matériaux qui composent nos écrans de smartphone. Et en fait, le problème, c'est que sur les 15 matériaux qu'on pourrait récupérer au même endroit, on n'en récupère que 3, en fait, à cause des produits chimiques. Et puis après, par contre, la Terre, elle est dévastée, après, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est une petite mine pas loin de chez nous, dans l'Allier, en fait, dans le lithium. Donc, comme par hasard dans l'Allier, quoi, c'est moche. Ah bah ouais, puis je crois qu'ils veulent en ouvrir une autre encore en plus dans l'Allier, en plus. Donc, et donc, comme je disais, en fait, on a la partie fabrication avec les terres rares, etc. Après, on entend souvent par rapport à l'énergie avec tout ce qui est en grammes équivalent CO2. Et donc, on pense à l'électricité. Je ne sais pas si vous connaissez le site Electricity Map. En fait, c'est un site qui présente en temps réel la consommation électrique, surtout en fait la provenance. Plus le pays est vert, plus il est écologique, plus il est marron, voire noir, plus il est pas bien. Par exemple, si on prend le cas de la France, en fait, on consomme en 2023, on a consommé à peu près 50 grammes équivalent CO2 pour 1 kWh. On voit qu'on est très bas carbone, en fait, parce qu'on a énormément de nucléaire. Certes, le nucléaire, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est le meilleur quantité d'énergie par rapport à la pollution carbone. On a un peu d'éolien, on a un peu d'hydro, etc. Donc, par contre, on a assez peu de renouvelables. Si on prend le cas de l'Islande, ok, eux, ils sont parfaits, 100% dans les 2 cas. Ils font de l'hydro, de la géothermie. Bon, après, la population d'Islande, c'est 2 fois la population de Saint-Étienne. Pas les mêmes besoins non plus, en fait. Oui, je suis de la Loire, hein, si... voilà. La Pologne, par exemple, eux, sont très, très mauvais élèves, en fait. Ils font énormément de charbon. Donc, ça donne énormément de gaz à effet de serre. En fait, dans les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs natures. Il y a le CO2. Il y a aussi, en France, nous, on dépense énormément de H2O, en fait, à cause des centrales nucléaires. Donc, de l'eau, de la vapeur d'eau.
Après, la vapeur d'eau reste quelques heures dans l'atmosphère et après elle redescend. Que le CO2 reste quelques jours en fait, et c'est ça qui amplifie un peu le phénomène. Et donc l'Allemagne, on dit beaucoup de bien de l'Allemagne avec l'écologie, etc. Mais depuis qu'ils ont remis les centrales à charbon, ils sont pas très très bons en fait quand même. Par exemple, ça, c'est en Allemagne. Souvent on pense les mines, etc., qui détruisent un peu les paysages, sont en Afrique, en Chine, etc. Donc ça, c'est une petite mine, vous allez voir. Il y en a 3 qui sont à côté de Aix-la-Chapelle. Non, Aix-la-Chapelle, on ne la voit pas sur cette vue-là, on la voit plus sur cette vue-là. Là, il y a Cologne, on va dire plutôt, ça sera plus simple. La mine est aussi grande que la ville de Cologne, qui est quand même une grande ville. Donc en dézoomant, et puis si je dézoome encore un peu plus, finalement, on la voit encore toujours, en fait, la mine. Donc, et c'est juste nos voisins, en fait, c'est à côté. Leur idée, après, c'est de ils veulent faire des canaux de récupération de l'eau du Rhin pour le remplir pour faire un méga lac dans quelques années quand il n'y aura plus de charbon. Mais bon, pendant ce temps, ça a déjà supprimé 4 ou 5 villages et ça prévoit d'en faire encore d'autres. Je te redonne la parole. C'est sûr que c'est moi ça ? Ah oui, c'est moi. C'est juste pour finir un peu cette introduction, c'est les chiffres clés qu'il faut avoir en tête, parce que ce qu'on va parler après, là, sur la partie développement, front-end, back-end, c'est important, mais ça reste un peu une goutte d'eau dans l'océan de l'éco-responsabilité. Donc déjà, on l'a dit, typiquement, on nous dit toujours les data centers, ça consomme et tout ça. Et au final, c'est pas tant que ça. C'est important, mais c'est pas tant que ça par rapport à nos terminaux mobiles. Vous l'avez tous bien dit quand on vous a posé la question. Donc, avoir conscience que nos terminaux, c'est important. Et après, comme on l'a dit aussi, c'est nos terminaux, oui, mais c'est pas que l'utilisation de nos terminaux qui pollue, c'est aussi tout le cycle de fabrication, utilisation et destruction. Et typiquement, c'est surtout la fabrication qui consomme des ressources et qui pollue. C'est ça, et puis surtout, en fait, en niveau recyclage, on n'est pas sur des cartes mer, etc., on est capable de récupérer un peu l'or, le cuivre, etc. Mais comme je disais tout à l'heure avec les écrans, c'est composé d'une quarantaine de matériaux qui sont fusionnés entre eux chimiquement et on ne peut pas les dessouder en fait. Donc résultat, ils sont perdus et on ne pourra pas les remplacer. Donc voilà, donc ça c'était pour avoir gardé tout ça en tête. Bon, par contre moi ce que j'en retiens, c'est que c'est les terminaux, donc clairement c'est la partie front, le problème côté dev. Ouais. Donc c'est sa partie. Ouais, je sais pas, en fait franchement, niveau front, il n'y a pas vraiment de souci en fait, quoi. Ça marche bien, c'est léger, c'est juste du HTML, du CSS et du JS, c'est des caractères, c'est pas grand chose quoi. Bon, on va prendre un exemple, on va prendre Amazon. Bon, je pense que certains d'entre vous n'ont pas trop connu ce site-là, en 94. J'ai connu des sites comme ça. Je suis pas jeune. Donc, ça pesait que quelques kilos, clairement. Bon, certes, l'image était peut-être en bitmap, parce qu'à l'époque, on mettait les images en bitmap. Niveau compression, c'était pas top. Mais sinon, c'est que du texte. Il y a très peu de CSS, ça n'existait pas encore en 94. 2004, bon, un site déjà un peu plus graphique. Ça, je m'en souviens bien de ce site-là. Je m'en souviens bien aussi que je bossais déjà à cette époque-là en agence de communication, et en fait, les petits arrondis, c'était pas du CSS, c'était des images, les dégradés, les ombres, tout ça, c'était que des images. Et donc, ça posait un méga 2 déjà. Souvenez-vous qu'on n'avait pas la fibre à l'époque. Je me souviens de mon premier MP3 que j'ai téléchargé en 97. J'avais mis 45 minutes pour 7 mégas, c'était pas mal. Hein. Et donc là, pareil, le Amazon, il chargeait un peu lentement, mais ça allait quoi. 2014, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 10 ans, la page faisait 3 mégas à peu près. Donc déjà, 2 fois plus. Cependant, si je remonte l'image d'avant, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'images, de jaquettes de films, etc. Il n'y a pas trop de CSS, il n'y a pas trop de... Mais bon, il y a le dégradé en haut du menu. Tout ça, c'était géré CSS. Donc, résultat, la page était quand même pas trop mal. 2024, la page fait 6 mégas 1. Il y a moins de jaquettes, certes, elles sont plus grosses, mais on a fait énormément d'optimisation côté image. Les pictos, ça doit être du SVG, etc. La page, elle a doublé de poids pour à peu près les mêmes fonctionnalités. Et en fait, il n'y a quand même pas tant de complexité technique derrière, quoi, en fait. Quoi. Donc, ce qui est constaté, en fait, c'est qu'en moyenne, en 10 ans, toutes les pages ont pris 4 fois leur poids. Pourquoi, d'après vous ? En fait, les libjs,
sont de plus en plus lourdes, clairement. On fait de moins en moins d'optimisation de code parce qu'on est toujours pressé par le temps. On prend toujours la solution de facilité parce que le stress, en fait, il faut qu'on débite des features rapidement. On prend des solutions déjà toutes prêtes. On réfléchit de moins en moins, en fait. Et donc, en fait, est-ce qu'on a des outils pour nous aider, en fait? Je vais appeler Lanterne Verte, c'est nos amis les Québécois qui disent au lieu de dire Green Lantern. On a des outils comme Bundlephobia, en fait. Bundlephobia, ça nous permet, côté JS, par exemple, j'ai bossé dans des équipes où ils utilisaient Lodash pour tout et n'importe quoi. Pour un tri de tableau, un machin. Alors qu'en fait, il y a des fonctions qui existaient déjà nativement en JS depuis les nouvelles versions. Et en fait, plutôt que d'utiliser juste l'import concernant la fonction, ils importaient déjà tout Lodash. Bon, ok. Donc là, Bundlephobia nous dit qu'en minifié, il fait 69 kg. Ok, bon, ça va. Ça commence à être lourd pour juste une petite fonction JS qu'on utilisait de temps en temps. Et donc, ces derniers temps, il est pas mal utilisé, il est pas mal down. J'ai essayé d'utiliser la semaine dernière, c'était compliqué. Mais par contre, on voit un peu l'évolution des bundle size en fait en fonction des versions. On voit aussi la composition, c'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, il est à 99,6%, c'est-à-dire qu'il a très peu de dépendance externe. Parce qu'on connaît tous l'image de NPM avec l'image du trou noir, en fait. C'est que quand on importe un module, ça importe la Terre. Donc là, clairement, on peut voir ce niveau-là. Il y a des extensions aussi sur le navigateur qui nous permettent d'analyser un peu notre code, en fait, pour voir s'il est propre ou pas. Par exemple, j'ai fait l'analyse sur le GreenTech Auvergne. L'extension GreenIT, elle a été développée par le collectif greenIT.fr et il se base sur les 115 bonnes pratiques. Et donc, sur ce site, en fait, on peut voir en fait en lançant l'analyse que on a un éco-index qui est calculé à 87,78. Donc, l'éco-index, c'est une formule mathématique dans laquelle il est pris en compte le nombre de requêtes vers l'extérieur qui sont faites, la taille de la page et la taille du DOM. La taille du DOM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le DOM, en fait, c'est l'arborescence des éléments de la page et c'est ce qui va permettre au navigateur de dire ok, tel élément est à tel endroit, etc. Et également, en fait, un petit conseil pour faites comme les anciens, en fait, quand on testait notre site sur le W3C pour voir si on n'a pas oublié des balises qui manquent, etc. Parce que le navigateur, lui, pareil, il va utiliser des ressources si il lui manque une balise P ou une balise UL pour savoir où est-ce qu'il se trouve, en fait, et comment il doit rendre la page. Donc, en fonction de ces éléments-là, en fait, il me donne une note qui est comprise entre A et G. G, c'est vraiment très mauvais. Et il donne une estimation à partir d'une ACV, donc une analyse de cycle de vie sur des sites qui ont été faits avant. Et il nous dit, par exemple, que là, ce site-là, il prend à peu près 1 gramme CO2 par affichage. Et il dépense à peine 2 centilitres d'eau. La semaine dernière, j'ai fait une formation sur le GreenIT. On a testé, par exemple, l'achat d'une place de concert à la FNAC. Ouais, ça c'était non, pardon, pas une place de concert, un voyage je vous en parle après en fait. Voyage, et en gros, on voyait des chiffres très énormes en fait pour juste le parcours. On a d'autres outils comme Squoosh qui permet de manipuler les images, de les redimensionner, pas de les redimensionner, mais de gérer un peu leur qualité, le redimensionnement. Par exemple, maintenant, le format WebP est pratiquement utilisé par tous les navigateurs. Je crois que c'est 98% des navigateurs maintenant des gens qui utilisent, qui vont sur Internet, peuvent avoir le WebP. Donc, on peut toujours mettre du fallback avec d'autres images. Mais le WebP, en fait, a un très fort taux de compression. Et donc là, sur ce site-là, on peut s'amuser à modifier un peu les compressions et on peut voir de belles performances. Un autre outil qui est développé par Google, Lighthouse, qui, à la base, n'est pas fait pour le GreenIT, mais tout ce qui est recherche de performance, ce qui va permettre d'avoir un meilleur affichage, qui va permettre de charger moins d'éléments, etc. Lighthouse nous donne des informations. Par exemple, là, donc, sur le site, je vois qu'on a une performance à 99%. Ça, c'est depuis qu'on a passé l'hébergement sur GitLab. Et voilà. On a une accessibilité à 100%, des bonnes pratiques à 100%, du SEO à 100%. Alors, le SEO, c'est pour l'indexation des moteurs de recherche.
Souvent, quand vous voyez un site en fait, que vous pensez qu'il est super bien fait, etc., ou qui communique sur le GNIT, testez un peu ça en fait, pour voir si c'est pas le SEO qui est à 100% et les autres notes sont en mauvaise bonne pratique. Donc la Atos nous donne des informations à la fois sur le mobile, sur le desktop. On a d'autres outils aussi qui existent. Il y a des bundlers maintenant, on est tous capables de faire, on utilise tous du Parcel, du Webpack, etc. Et donc il y a une partie tree checking en fait. La tree checking c'est ce qui va permettre d'éviter de faire les bêtises de mes collègues avec l'Odash. En gros, il va prendre juste la partie de l'Odash qui est intéressante qu'on utilise. Ça permet d'alléger énormément les bundles de ce côté-là. Passer par des optimiseurs en fait. Donc le côté, il y a l'optimisation d'image que j'ai faite avec Squoosh. On peut donner des paramètres et on peut automatiser tout ça avec des outils dans nos CI. Minifier aussi, juste minifier en fait une page HTML c'est cool d'avoir les balises qui sont toutes bien indentées, le code JavaScript qui est bien indenté, etc. La machine elle s'en fout clairement de ça en fait. Donc si vous mettez tout sans espace, etc. L'ordinateur, lui, est capable de comprendre ça parfaitement et ça allège énormément le poids des pages. Limite, ça ira plus vite parce que tu as moins de parsing. Ouais, aussi, ouais, carrément. Il y a aussi des compresseurs, en fait, justement. Le côté, donc minifier, ça reste de l'espace. Et puis les compresseurs, c'est un peu comme les zips. Donc il y a Brotli qui est compris un peu partout maintenant par pas mal de navigateurs. Il y a gzip, tout ça. Et ça permet de gagner énormément de temps en transfert de données. Et donc, il y a aussi Can I Use, qui est un site qui permet lorsqu'on veut utiliser une propriété, CSS, JS, HTML, qui nous permet de savoir si elle est compatible avec les navigateurs. En fait, quand on conçoit une application, on regarde quel est notre public, en fait. Savoir si c'est une utilisation interne. Dans ce cas-là, on va peut-être maintenir que sur le Chrome ou sur Firefox, parce qu'en fait, ça va être les outils nos navigateurs qu'on a dans nos boîtes. Ou alors sinon, est-ce que ça va à destination du grand public? Et donc là, il va falloir peut-être gérer du Opera Mini ou d'autres types de navigateurs. Et donc, Can I Use nous permet de savoir si la propriété, on peut l'utiliser ou pas. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a un petit site qui s'appelle Impact CO2 qui permet de voir, c'est cool, on a un chiffre de l'ordre de grandeur d'équivalent CO2. Et donc là, par exemple, sur le site je ne vais pas dire le nom du site, qui permet de faire des réservations de voyage, en fait, juste le tunnel. Pourtant, il n'y a que 3 étapes. Le tunnel de commande du billet, en fait, on a estimé que ça faisait tant de grammes équivalent CO2. On sait leur chiffre, qu'ils ont 500 millions de visiteurs par mois. C'est l'équivalent de 236 millions d'épisodes de Game of Thrones regardés en streaming. C'est l'équivalent de 4237 allers-retours New York en avion chaque mois, en fait. Donc, le numérique, en fait, certes, c'est sur nos écrans, c'est pas palpable, etc. Mais c'est un gros impact quand même sur la planète. Souvent, il y a le paradoxe où il ne faut pas prendre l'avion parce que ça pollue. Évidemment, ça pollue, mais il faut savoir que l'IT pollue 2 fois plus que le réseau aérien mondial. Donc, ouais, clairement, le front, on est fautif, mais bon, il n'y a pas que nous qui travaillons quand même, quoi. Ah bon? Ah, bah ouais. Un peu à toi. Allez, on va parler un peu plus DevOps et back. L'idée, c'est de voir un peu comme sur le front, comment on peut prendre tout ça en compte. Je vais prendre mon classique infini DevOps que beaucoup doivent connaître et voir un petit peu à chaque étape qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis on illustrera tout ça après avec des exemples. Première étape dans une application, c'est de planifier, concevoir ce qu'on va vouloir mettre dans l'application, les fonctionnalités, tout ça. Je ne vais pas revenir dessus, éco-conception, on en a parlé au début. Penser raisonnable sur les fonctionnalités dont on a besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les fonctionnalités? Dans quelle mesure elles doivent être responsives, etc. pour penser au plus juste et au plus efficace. Après, une fois qu'on a défini ça, évidemment qu'on a envie de coder. Pareil, c'est bien aussi de faire du ménage. Une fois qu'on a fini quelque chose, ces branches Git, etc., on les nettoie. Son repo, on évite de mettre des tartinés de code ou de binaires qui ne servent à rien. Et on suit les bonnes pratiques de développement. Il faut savoir que sur le front, il y a les 115 bonnes pratiques qui sont connues, il y a un fichier qui existe. Mais pas que sur le front, il y a aussi des bonnes pratiques pour quand vous faites des API, donc plutôt du back. Il y a un collectif qui a monté les bonnes pratiques d'API, pareil, qui est en train de se construire pour, quand je construis une API, quelles sont les bonnes pratiques de développement à faire pour pouvoir être le plus efficace possible sur la partie consommation.
On refait. Ok, j'ai fini de coder, donc là je vais packager tout ça pour pouvoir l'utiliser. Et ben c'est optimiser les temps de construction des images de vos pipelines. Ça sert à rien de faire peut-être les 107 étapes de votre pipeline CI/CD à chaque fois que vous faites un commit. Il y a peut-être des choses qui sont utiles quand vous allez vouloir envoyer en production votre application, les tests de sécurité, d'accessibilité, tout ça. Après, à chaque fois que je commit, j'ai peut-être juste besoin de faire les étapes vraiment nécessaires. Ça va d'une part être plus rapide pour moi pour avoir un feedback, et en plus ça consommera moins de ressources. Unifier les ressources, on en a parlé sur le front. On peut aussi le faire sur le back. Vos images Docker, j'ai vu que beaucoup maintenant font du Docker. On a tous des images Docker de 3 gigas. Est-ce que vraiment, quand on veut faire du conteneur, faire 3 gigas, ça fait sens? On peut se poser la question. Donc minifier ça aussi, il y a des outils qui permettent de le faire. Minifier vos ressources quand vous faites du Java. Moi je fais plutôt du Java. Mais c'est un peu comme NPM, quand vous faites du Java, vous avez vite fait d'avoir une tétrachier de dépendances qui vous sert à pas grand chose, et donc du coup... Ouais, c'est à peu près dans tous les langages. Python, c'est pareil, quand tu fais un pip install, c'est long. Ah, c'est ça. On a vite tendance à se dire, bah tiens, d'autres l'ont fait, donc je vais réutiliser. Souvent, c'est des gros bousins où on a besoin d'une micro-fonctionnalité qui nous sert parmi tout un ensemble, donc on peut peut-être faire le ménage. Aussi, la fonction isOdd de JavaScript, est-ce qu'on a vraiment besoin d'importer isOdd? Je pense que c'est pas la pire, ça doit être isEven qui utilise isOdd. Oui, en fait. c'est vrai, Ça va faire un double isOdd. Inception. Ok, donc là, j'ai essayé de penser un peu pour être tout ça. Normalement, tester c'est douter, mais on fait quand même des tests. Dans notre pratique de test, on va tester notre fonctionnalité métier, mais inclut aussi des pratiques de green. Donc on l'a vu avec Green Analysis, on va voir qu'on peut l'automatiser. C'est bien aussi d'avoir une boucle de feedback sur est-ce que je ne suis pas en train de dégrader ma note green sur mon application avant de la mettre en production, parce que peut-être qu'on n'a pas fait gaffe à une librairie ou quelque chose qui a explosé. Ok, là tout est ouvert, j'ai testé, j'ai construit, donc je peux déployer, mettre en production. Pareil, pendant qu'on est en cycle de développement, on va produire plein de versions, on va dire un peu temporaires, qu'on va stocker pour pouvoir les tester, puis donc ça ne marche pas, on en refait une, puis on en refait une. Une fois qu'on a notre bonne version, celle qui est prête à aller en production, faut penser à mettre tout le cleaning qui va bien autour des snapshots, des branches, des binaires, parce que là aussi on va avoir des kilos, des gigas, des terras de données qui servent à rien. Alors l'excuse de oui, on sait jamais, peut-être qu'il va falloir que je revienne. Oui, c'est comme les commentaires en fait. Je vois dans tes bonnes pratiques de développement, quand tu mets du code en commentaire, c'est vrai qu'avec Git, il n'y a pas d'historique en fait. Donc voilà. c'est à l'ancienne. Donc voilà, pensez à faire le ménage, on garde que ce qui est nécessaire. Évidemment, il ne faut pas non plus tout nettoyer, mais on garde que ce qui est nécessaire pour qu'au cas où, on puisse refaire. Je déploie, là, la partie infra as code, environnement éphémère, évidemment que c'est important, pouvoir supprimer. J'ai besoin d'un environnement pour faire un test, je le crée. Dès que j'ai fini mon test, je le supprime. Ça ne sert à rien de garder mon environnement H24/7 pour peut-être retester dans 3 semaines parce que j'aurais envie. Je serais bien content de pouvoir le recréer. Choisir l'hébergement, la localisation, ça a un lien un peu avec ce qu'on a dit en intro. Les data centers, s'il est en France, s'il est en Pologne, s'il est en Finlande, vous avez bien vu que ça ne va pas consommer pareil. De plus en plus, on voit quand même que les cloud providers, ils alignent un peu leur tarification. Donc du coup, pour des prix quasiment équivalents, vous pouvez héberger en France ou en Pologne. Peut-être que ça vaut le coup de payer 1 centime de plus à l'heure en France qu'en Pologne. Ça fera du bien à la planète. Pareil pour l'Irlande, d'ailleurs. L'Irlande, un gros consommateur de gaz. L'Irlande, ça tient. En gros, ceux qui sont le plus utilisés, donc là où il y a les premiers data centers, sont les pires. Donc faites un peu attention à ça, mais on verra qu'il y a des sites qui peuvent vous aider pour choisir ça. Une fois que j'ai déployé, mon application est dispo, et après c'est éteindre les infrastructures si elles ne sont pas nécessaires. Si votre site il doit être ouvert de 8h à 19h parce que c'est une application interne de bureau, vous pouvez très bien la couper de 20h à 6h parce qu'il n'y a personne qui va s'en servir et personne ne va s'en rendre compte. Purger les données. Et ouais. D'ailleurs, à ce sujet, en fait, souvent le Green IT est un peu compliqué à parler au niveau du C-level en fait. Et là, leur dire que si je coupe la prod en fait parce qu'il n'y en a pas besoin, ça fait des économies en fait, donc c'est cool. Purger les données, les logs. Le mythe il faut garder tous les logs depuis 10 ans et toutes les données depuis 10 ans au cas où on a une réclamation. Oui, il y a des normes qui nous l'imposent dans certains cas, mais sûrement pas de garder tous les éco-totaux qu'on a dans les logs pendant 10 ans. Je pense que tout le monde s'en fiche. Donc pensez à faire des purges, gardez que ce qui est nécessaire. Pareil, vous serez bien content en termes de stockage, entre autres. Et puis après, on monitor, c'est-à-dire on suit quand même en live la consommation qu'on a sur nos environnements. Ça permet de voir un peu si nos environnements ne sont pas surdimensionnés par rapport à l'usage qu'on en fait. Peut-être qu'on pensait avoir des millions de visiteurs sur Green Tech Auvergne.
qu'il n'y en a eu que 50, peut-être que l'infrastructure qu'on a dessous, avec les 3 cubes, est peut-être pas nécessaire. Donc on va peut-être revoir un peu la marge, donc on va essayer de monitorer un peu tout ça, mais après cette soirée de lancement, évidemment que ça va faire un pic énorme. Donc voilà un peu quelques idées, c'est pas agnostique, mais en gros on voit qu'à chaque étape de construction de son application, on va pouvoir faire des petits gestes pour la planète qui vont économiser des ressources, nous simplifier la vie aussi, parce qu'encore une fois, quand on a moins de choses à gérer, administrer, etc., ben, ça nous fait moins de maintenance, donc on est quand même content de ne pas passer son temps à faire tout ça. Pour illustrer un petit peu, ça c'est plus pour vous donner des idées d'outils que moi j'ai pu tester ou mettre en place qui marchent bien. Par exemple, il y a Dive, pour mettre un peu vos images Docker au régime. En gros, ça permet d'explorer déjà une image Docker et de contrôler sa taille. Et en gros, il va faire un parsing, de voir un peu quelles sont les optimisations qu'il préconise. Alors après, c'est pas hyper intelligent, donc il va peut-être faire des trucs un peu bourrins, mais moi, il va vous dire ça a l'air de pas être utilisé, ou c'est des trucs que je sais qui vont pas être utilisés dans le cadre de ton utilisation. Donc il va vous dire quel est le gain potentiel que vous allez pouvoir avoir sur la taille de votre image. Et je sais que sur certaines applis, on peut limite diviser par 10 ou 20 une taille d'image Docker, juste parce qu'on a juste pris une image de base qui est beaucoup trop grosse pour notre besoin, et qu'on peut nettoyer. Genesis CLI, ça c'est le pendant de l'extension navigateur que vous avez parlé, mais en CLI, pour revenir à la partie automatisation des tests dans un cycle DevOps, et bien avec la CLI, vous allez pouvoir lancer un job dans votre pipeline qui va faire une analyse de votre site et vous ressortir une note. Ce qui est cool pour avoir un peu de traçabilité sur est-ce que vous êtes plutôt compliant avec votre ambition, et qui va aller encore un peu plus loin même que la partie extension, c'est que vous allez pouvoir simuler des navigations dans votre site avec quelques fichiers de paramétrage pour voir, parce que là souvent quand on fait de l'extension, c'est on prend la page courante qu'on analyse. Donc il faudrait faire. C'est ça. Alors, en fait, avec l'extension, j'ai pas montré tout à l'heure, mais si on fait un parcours, souvent on peut enregistrer chaque page du parcours et après on a un petit historique qui nous donne ça. Et donc ça, par contre, ça, tu peux pas le faire de ton côté CLI. Tu peux aussi, tu peux avec les paramètres lui dire tu commences sur cette page, ensuite tu vas sur cette page, tu scrolles bien jusqu'en bas de la page, parce que souvent les sites ils ont du lazy loading, donc ils ne chargent pas tout, ce qui est bien, mais on veut voir qu'une fois que tout est chargé, est-ce qu'on reste clean, parce qu'on peut dire par défaut je suis hyper vert, et puis dès que je fais un scroll, je télécharge toute la base de données, c'est tout, on passe en G. Donc ça va permettre de pousser un peu plus loin l'analyse de ça. On verra, je sais pas si en termes de timing. Bon, on connaît des orgas, on gère le timing, donc on s'en fout. Et donc ça c'est typiquement un rapport que ça va pouvoir vous générer, donc qui est un peu plus complet que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, où souvent ça dégrade un peu la note parce que du coup on pousse un peu plus loin les tests, mais vous allez pouvoir voir un peu, on retrouve les bonnes pratiques, donc qui sont en gros les 115 bonnes pratiques de dev, et ce qui est sympa c'est qu'il vous dit si vous êtes vert ou pas, un peu la priorité, et puis il va pouvoir vous expliquer en quoi c'est important et comment le corriger pour vous aider aussi à améliorer votre note sur cette partie. Donc on voit que là sur Green Tech Overview, évidemment que globalement on est ouvert. Sauf la partie rouge, on a bien compris à cause de GitLab. Tout à fait, ouais, c'est la partie CI, je crois. Donc voilà, donc on peut automatiser aussi tout ça, c'est intéressant pour tout ce qui est automatisation de tests. Ensuite, c'est important de mesurer et de comprendre l'impact qu'on a. Et donc là, il y a des outils qui existent, qui sont par exemple Scaffold et Kepler, donc qui sont des outils open source, qui sont hyper intéressants parce qu'ils poussent assez loin l'analyse des ressources électriques, etc., qu'on va pouvoir récolter en étant sur le serveur en direct. Le problème, c'est que c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut être au plus proche du hardware, parce qu'évidemment que dès qu'il y a de l'abstraction, on perd de l'information. Donc typiquement, dès qu'on passe sur des clouders, évidemment qu'ils masquent pas mal de choses, parce que du coup, on est sur des infrastructures mutualisées, donc on n'a pas accès en route sur tous les infos process, tout ça. Mais globalement, si vous êtes sur des data centers propriétaires, allez-y, c'est un peu compliqué, mais une fois que c'est mis en place, ça roule tout seul. Ils sont sympas, ils ont fait des beaux dashboards pour faire du suivi et se rendre un petit peu compte là où on va aller. Petit troll, on peut utiliser aussi les dashboards des cloud providers. C'est rigolo à regarder parce que bizarrement, quand on regarde le dashboard d'AWS, AWS est hyper green et Azure c'est horrible. Et quand on va sur celui d'Azure, Azure est meilleur qu'AWS. Où est la véracité des métriques qui sont remontées? Ça, je vous laisse en juger, mais il y a des choses qui existent chez les cloud providers, mais à prendre avec des pincettes. Après, sur des cloud providers, on peut regarder sur les pages les PUE, les WUE, donc Power Usage Efficiency, Water,
et en fait qui permet de dire un peu la performance de leur serveur. En fait, après c'est pareil, t'as des choses qu'on peut vérifier, donc c'est du marketing en fait, quoi. C'est eux qui nous transmettent les informations, donc à part les croire, on peut pas faire grand-chose. Bon, après, on voit quand même qu'il y a des clouders qui sont plus propices à partager de la donnée que d'autres. Et ça fait le lien typiquement avec DataVis de Boa Vista. Boa Vista, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif autour du Green qui développe pas mal d'outils pour aider les projets. Donc typiquement, ils ont développé DataVis, qui est un petit site qui permet de calculer son impact sur tous les critères qu'on a vus au début, donc aussi bien gaz à effet de serre que énergie, que ressources. Mais ce qui est cool, c'est qu'il ne fait pas que sur le cloud, il fait un peu tout. Donc vous pouvez voir si vous êtes sur le cloud, combien en fonction des VM ou des services que vous utilisez, ce que ça consomme. Et c'est là où on voit que assez rapidement, ils ont réussi à avoir des infos d'AWS. Depuis récemment, ils ont des infos de Microsoft. Mais pour l'instant, Google, ils ont toujours 0 info pour aller mesurer GCP. On se demande pourquoi. Vous allez pouvoir mesurer aussi si vous êtes sur du on-prem, donc en fonction des caractéristiques de vos hardware. Et aussi, parce qu'on l'a vu que c'était quand même le primordial, des terminaux. Si vous savez que vous avez 50 millions de smartphones qui vont se connecter à votre application, quel va être globalement l'impact que vous allez avoir. Pour tout ce qui est cloud, ce que je peux préciser, c'est que vous allez pouvoir aussi voir si je me mets en Pologne, si je me mets en Inde, si je me mets en France, quel va être le changement de comportement. Et donc c'est là où on retrouve la partie Electricity Map du début, où on voit un vrai changement en fonction de si je suis en France ou en Pologne, je vais avoir des choix à faire. Donc, ça peut vous aider quand vous ne savez pas où héberger votre infrastructure, si vous voulez faire du cloud, de voir un petit peu où est-ce que ça peut être plus pertinent, et puis après de faire une évaluation évidemment financière. À un moment, il faut bien payer la facture, mais globalement, nous, on l'a fait sur une migration qu'on a fait entre Azure et AWS chez Sopra, et on a fait le choix de mettre notre serveur de backup plutôt en Norvège, parce que du coup, ils avaient un indice d'éco-responsabilité bien plus haut que nos amis irlandais ou polonais. L'IA, parce qu'on est en 2024, donc quand même tout le monde fait de l'IA, même si on ne sait pas pourquoi. Hugging Face, ils ont mis une page à dispo que je trouve assez intéressante sur justement comprendre un petit peu quand j'utilise ChatGPT, qu'est-ce que ça consomme comme ressources. Donc on a tout ça en termes d'émissions, d'énergie, tout ça. Ok, on va se dire ouais, j'ai fait 600 mètres en marche avec un prompt, c'est pas le bout du monde. Ce qui est cool, c'est la dernière ligne. Ils disent si 1% de la planète fait la requête une fois par jour pendant 1 an, voilà ce que ça consomme. On peut largement imaginer que 1% de la planète fait une requête ChatGPT en moyenne par jour, parce qu'il y en a qui vont faire 10 et d'autres voilà. Donc là tout de suite, ça parle un peu plus, ça fait 3500 Paris-New York aussi, on va retrouver. Et juste en faisant une petite conversation, coucou ChatGPT, résume-moi ce bout de document. Hein. Donc dès qu'on fait des usages un peu plus intensifs, avec des RAG et compagnie, imaginez bien que le taux explose. Donc ce qui est cool, c'est qu'il supporte plusieurs providers, plusieurs modèles, plusieurs types. Donc pareil, ça permet un peu de sensibiliser les gens qui veulent faire de l'IA à tout prix. Ok, mais pensez aussi un peu sur la partie éco-responsable. Donc le numérique c'est bien, mais en conclusion, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait, en fait. Le numérique, en fait, on a eu pas mal d'évolutions avec, par exemple, tout ce qui est la communication en temps réel, les visios, le streaming, le numérique pour aussi tout ce qui est médical, etc. Donc, c'est bien, en fait, l'IA, il y a certaines choses dans lesquelles l'IA est bien, en fait. Je ne suis pas pour non plus de mettre de l'IA dans mon terminal, je ne vois pas l'intérêt. Mais, donc, en effet, en fait, il faut penser à ce que le numérique, est-ce que ça va être temporaire ou pas, du fait qu'il y a des terres rares qui disparaissent de plus en plus. Par exemple, dans 50 ans, il se peut qu'il n'y ait plus d'or, de cuivre, de zinc. Et puis, d'ici 100 ans, il n'y aura plus de composants pour les smartphones. Donc, en fait, l'éco-conception, tout ce qu'on a dit, en fait, pour l'instant, ce n'est pas une science exacte, en fait. On sait mesurer des choses, etc., mais on ne peut pas dire, c'est pas du tout une science, quoi. C'est pas un remède miracle non plus, en fait. Il n'y a pas de solution magique qui permet de dire que notre site, il est tout de suite bien éco-conçu, etc. À chaque fois, il faut prendre le contexte dans lequel on est. Il peut être optimisé dans certains endroits et pas d'autres. Voilà. Typiquement, parfois on a besoin du SEO si on veut vendre notre produit, et si on a besoin de mettre du marketing avec des trackers, etc., pour analyser un peu le comportement de nos clients, ça va faire des surcharges de requêtes, ça va baisser notre éco-conception, mais ça peut être bien pour que la société vive un peu plus. Donc voilà, il faut faire des concessions.
C'est pas la solution ultime non plus, mais ça fait avancer le schmilblick. En fait, l'éco-conception, et ça a d'autres vertus. En fait, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui améliorent plein de domaines. En fait, on améliore l'accessibilité, on diminue aussi, on diminue donc la fracture numérique aussi, comme disait tout à l'heure Mathieu. En fait, quand on conçoit un site, il faut s'imaginer, par exemple, s'il va être utilisé par son smartphone, par une grand-mère en plein milieu de la Corrèze où il n'y a pas trop de réseau. Si elle veut acheter une place de concert, en fait, il faut que le site puisse apparaître. Par exemple, si on va sur le site de la FNAC, le formulaire pour rechercher passe après les publicités, en fait. Est-ce que c'est logique? Je pense pas. Par contre, l'éco-conception, ça permet de préserver la planète. Et c'est aussi une démarche mutuelle, en fait, où c'est pas que les devs qui vont avoir le côté de l'impact de l'éco-conception dans un produit. Comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, en fait, il y a 60% de fonctionnalités qui ne sont pas du tout utilisées dans un logiciel. En fait, il y en a 50 qui ne sont pas du tout, et jusqu'à 80 qui ne sont pas du tout ou peu utilisées, en fait. Typiquement dans Word, en fait, Word maintenant qui prend 300-400 mégas de RAM, alors qu'en fait, j'avais un traitement de texte sur mon Amstrad avec 32 mégas de RAM, ça marchait bien, en fait. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir une conception d'un tableur dans Word, etc. C'est bien la définition des fonctionnalités qu'on a besoin pour l'éco-conception. Maintenant, vous avez le pouvoir. Oui, on a des blagues. C'est à vous. Et puis, merci pour tout. Merci beaucoup. Déjà, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur le talk? Et après, on vous posera la question pour le après. Vu qu'on voit rien, crier, c'est une question. Je vais aller chercher les questions. La salle. Est-ce que c'est ça? On voit qu'ils dorment tous. Et je vous réveille, ça y est. Est-ce qu'il y en a qui ne dorment pas et qui ont des questions? D'abord, merci pour le talk. Vous avez beaucoup parlé de l'analyse sur le back-end ou sur le web. Il y a des outils similaires pour des applis mobiles? Ouais. Par contre, étant pas dans le mobile, je pourrais pas te répondre, je t'avoue. Et j'ai entendu oui, il y a quelqu'un qui en fait sur mobile? Ouais, bah si tu veux. Il y a quelques outils qui existent. Il y a notamment un module de SonarCube. SonarCube, il y a 3 modules d'IT. Il y en a un qui est plus orienté grosso modo dev, un autre qui va être plus orienté sur la partie infra, et il y en a un qui est dédié sur la partie app mobile native. C'est quoi, EcoCode tu parles? Enfin, c'est le plugin EcoCode ou... Parce qu'il y a EcoCode, ouais, donc qui est un plugin Sonar, alors qui est plus sur l'analyse de code que vraiment une fois que mais au moins qui te dit là tu utilises le GPS, est-ce que tu devrais. Donc EcoCode il est très bien pour la partie mobile. Tu peux le faire aussi sur du code plus classique, mais là c'est pas hyper intéressant ce qu'il te remonte. Mais sur la partie mobile, c'est vrai qu'il est très avancé parce qu'il va te remonter des métriques d'usage des périphériques du device. Donc pour te dire, attention, là tu as ton GPS qui tourne H24 sur ton appli, est-ce que tu en as besoin tout le temps, est-ce que tu as ton réseau qui est full, tout ça. Donc, sur la partie code, il y a ça, il doit sûrement après avoir, via des émulateurs, pouvoir un peu aussi contrôler la partie loading et tout ça des échanges. Après, il y a un article de Green IT sur le sujet, avec des bonnes pratiques, mais ça reste à l'état d'article. C'est pas à l'état référentiel. Ok, merci. Ça pourrait faire l'objet d'un talk. Oui, tout à fait, on a un talker. Ouais. Je suis pas dev, moi, je suis qualificien. Et justement, c'est très bien, c'est parfait. Ça peut être cool, si tu veux. On veut justement pas que des techs pour que ça parle à tout le monde. Non, mais je suis pas sûr que parler ISO pendant 1 heure, ça passionne grand monde apparemment. On ne sait pas. Toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Moi j'ai une question rapide sur... C'est moche. Ouais, je suis désolé, on était presque parti prendre l'apéro. En fait, sur le temps que ça prend, sur la data, moi je suis capable de l'évaluer, mais par exemple sur du CI/CD, entre je fais ça rapidement parce que je dois livrer un code en prod, ou je fais ça en appliquant des bonnes pratiques green. Ça c'est pareil que pour tout ce qui est DevOps, quoi. Si tu automatises un maximum de choses, normalement ça doit pas te prendre beaucoup plus de temps. Enfin, ça va te prendre le temps potentiellement de la boucle de rétrofeedback où mon analyse Green Analysis CLI, elle me remonte que je suis en G, et peut-être que je le prends. Donc après, tu remontes ton cycle, est-ce que tu as fait ton éco-conception, est-ce que
les développeurs ont été sensibilisés à l'éco-conception, tout ça, mais normalement, si tu suis un peu la partie sensibilisation, ça doit pas te coûter plus cher de développer green que de développer en mode cradouille. C'est ça, actuellement, je vois dans les CI, souvent, avec Sonar, ça te donne la qualité du code, etc. Mais t'as pas la qualité green, en fait. Et typiquement, le plugin Green IT Analytics CLI, dans la CI, pourrait donner, en fait, en gros, tu peux pas merger si tu as une note inférieure à C, par exemple. On pourrait imaginer ce genre de choses-là. Après, c'est au DevOps de travailler là, de ce côté-là. On automatise, après on est tranquille. Mais c'est ça. Mais clairement, non, ouais, c'est... En termes de développement, tu passes pas tant de temps de ça. Au début, tu te heurtes un peu à apprendre qu'est-ce qui va bien ou pas, en fait. Et puis après, c'est des automatismes en termes de dev, en fait, parce que tu sais que plutôt que de charger une image, si c'est une image d'illustration, est-ce qu'elle existe en SVG, donc elle sera plus légère que de prendre une image. Après, tu réfléchis souvent mobile first, en fait, pour dire que je vais mettre moins de fonctionnalités peut-être au départ, et puis petit à petit augmenter. Et donc tu vas passer sur cette optimisation-là, en fait. C'est vraiment un apprentissage finalement, et après mécanique, et après ça va tout seul. Cool. Une dernière question? Ouais. Oui. Je te mets le micro. Et du coup, merci les gars pour la présentation. Bon, Clément, il me connaît, on s'est pratiqué mardi dernier sur l'intervention, sur le sujet du Green IT ici même. Moi, je suis qualiticien, ça existe, de services numériques, je suis spécialisé en éco-conception web. Du coup, je suis en contrat avec l'AFNOR pour l'écriture de la prochaine norme ISO sur le sujet. Donc, j'ai participé à d'autres écritures comme le RGESN, entre autres. J'interviens surtout sur du grand compte, donc c'est assez intéressant aussi d'avoir une approche plus locale et peut-être plus sur des équipes plus réduites. Et je fais aussi de la TPE, de la PME. J'ai un petit regret, et c'est d'où ma question, c'est pourquoi ne pas avoir montré le cycle de vie pour illustrer l'éco-conception, soit de produits, soit de services numériques. Il manquait, je pense, de fait, les 3 piliers qui font qu'on est sur l'éco-conception. Parce que je rencontre trop souvent la confusion entre éco-conception et éco-responsabilité. Et c'est pas la même chose. La première, c'est une démarche ISO. Vous l'avez précisé, même si sur l'éco-conception, on est plus encore sur la 14040 que la 14006. Mais grosso modo, souvent, je vois des démarches qui se disent éco-conception, mais en fait qui sont de l'éco-responsabilité ou de l'éco-friendly ou de l'éco-design, ou voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il manque les 3 piliers et le cycle de vie est souvent peu ou pas là, voire mal maîtrisé quand il est présent. Et du coup, ça, je trouvais que c'était peut-être important, mais c'est peut-être la déformation professionnelle qui parle. Non, ça permet de modifier le talk, c'est cool. Ouais. Sinon, au niveau de l'animation, franchement, moi j'ai appris plein de trucs sur comment animer ce sujet-là, sur lequel j'interviens quand même régulièrement, en formation ou en expertise, donc c'était bien. À votre avis, je voulais avoir votre avis en fait sur la partie interface. Vous avez montré, et ça je trouvais ça très, très bien parce que ça concrétisait un peu l'évolution des interfaces numériques ces 10 dernières années avec le site Amazon, avec la multiplication du poids des pages par 4. Et en fait, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation de la résolution des écrans par rapport à cette augmentation du poids des pages? Est-ce que pour vous, ça a une incidence ou non? Ou est-ce que... ou pas du tout? Parce que on optimise les ressources visuelles suffisamment. Après, sur l'augmentation de la taille des écrans... La résolution, pas la résolution, des écrans. La résolution, ouais. Tu peux avoir un écran de 3 mètres qui soit en 800 par 600, un écran de 2 mètres tu passes plus 3000 ou 2000. Je pense pas que les sites comme ça, comme Amazon, etc., pensent à mettre plus de contenu. Il va pas charger plus de contenu. Il va y avoir peut-être la page qui va être affichée comme quand tu as du responsive, en fait, où tu as déjà tout le contenu qui est possible, donc avec du lazy loading, etc. Peut-être qu'on peut imaginer en responsive large de rajouter plus de visuels. Après, je pense en termes de technicité, en termes de poids de page par rapport au JS, CSS, etc., je pense pas que ça change quelque chose, en fait, clairement. D'accord.
Donc pour vous, c'est plus une combinaison, la combinaison et de l'évolution de la combinaison de la loi de Moore et de la loi de Wirth qui fait qu'on se retrouve avec des aberrations en termes de poids, c'est ça? Tout à fait, ouais. La loi de Wirth, c'est clairement là-dedans. Je vois en bossant avec des jeunes devs ou autres, parfois leur appli RAM, en fait, bah, c'est pas grave, de toute façon la VM, je peux l'augmenter, je peux mettre 2 fois plus de CPU, 2 fois plus de RAM, ça va tourner. Ouais, mais en fait, réfléchis à ton code, pourquoi ça rame autant, quoi, il fait rien, 3 fois rien. Donc, et c'est cette problématique-là qu'il y a. Je trouve que c'était intéressant, par exemple, la keynote d'ouverture de Volcamp, avec le fait qu'il faut prendre le temps pour faire les choses. Et là, le truc, c'est qu'on est souvent pressé, en fait, donc on va au plus vite et on ne pense pas forcément à optimiser le code. Et c'est quelque chose que je vois, ok, c'était mieux avant, en fait, mais le développement, avant, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de ressources, en fait, et il fallait que notre appli, elle tourne. Comme je disais tout à l'heure avec Word, en fait, on voit que ça augmente progressivement parce qu'on a plus de capacité, donc on va mettre plus de fonctionnalités. Finalement, les gens ils s'en servent toujours pour faire que du traitement de texte, en fait. Donc ça sert à rien de rajouter plein de fonctionnalités. Et donc le développement, c'est un peu pareil, en fait. Plus on a de la capacité, plus on va charger pour rien, en fait. C'est la peur du vide, quoi, combler le vide, quoi. Bon, je sais pas, t'en penses quoi, toi, monsieur? Il y a un talk super intéressant qui était à Devox et à Volcamp cette année de Tristan Nitto, mais sûrement ça vous parle. Si ça vous parle pas, allez le voir. Je ne vais pas vous le spoiler entièrement. Il y a la loi de Moore et de Wirth, et puis il y a la réciproque. Ce qu'Intel vous donne, Microsoft vous le reprend. C'est un peu le sujet de ce soir, en fait. C'est un monde shooté à la fonctionnalité, quoi. On peut même se poser la question à quoi ça sert de faire des sites web maintenant, sachant qu'on est tout le temps là-dessus. Hein. Donc, l'écran, je comprends la question, elle est très pertinente, c'est pour ça que je renvoie à Tristan Nitto, mais dans les questions que je peux avoir au travail ou avec des camarades qui me stimulent, posez-vous la question, en fait, quel est l'écran derrière, quelle est la personne qui va l'utiliser, et avoir un site web, plus une appli, plus machin, plus machin, plus machin. On est tous shootés à ça, quoi. Ça nous fait vibrer, quoi. En fait, ce que je retire, c'est un petit peu plus de frugalité, quoi. La frugalité numérique, c'est peut-être un gros mot, je ne sais pas si ça existe. Et c'est le talk de ce soir. Mais ça rejoint totalement. J'ai adoré ton commentaire tout à l'heure. J'ai pas tout compris. Il faut vraiment un talk. Ça serait vraiment génial pour que je comprenne. Merci. Sur les calculatrices des cloud providers, il y a un bon article de Boavista sur le sujet. Qui les analyse en mode scope 1, scope 2, scope 3. C'est vrai que Boavista, ils ont vraiment poussé le truc loin avec les cloud providers pour se rendre compte et essayer d'avoir. Et c'est là où ils se sont rendus compte que les NAS étaient vraiment boîte noire et que d'autres étaient un peu plus ouverts à faire des partages. Et du coup, ils ont vraiment analysé un peu complètement les données qui étaient à leur dispo. Par contre, je suis vraiment interloqué. Je pense que je ferai un mail à Benoît Petit, qui est un des cofondateurs, qui est un ami, parce qu'il est en lien avec Google, et le fait qu'ils n'aient pas de remontée de données de leur part, je trouve ça assez étrange. Moi, je connais Olivier de Norango, je ne sais pas qui fait partie, et j'en ai parlé avec lui. Il me dit on les a contactés, mais pour l'instant, fin de non-recevoir. Pourtant, Benoît, il a la personne sous le coude, puisqu'il a le responsable projet de la calculatrice Google. Ah non, c'est pas parce que la personne veut que l'entreprise veut. Non, mais si, c'est transparent. Tu vois, sur Database, clairement, il n'y a pas Google. J'ai revérifié la semaine dernière. Déjà, il n'y avait pas Azure jusqu'à pas longtemps. J'étais surpris de voir qu'Azure était apparu, mais il n'y a pas Google. On va clôturer là pour la partie talk. Juste avant de vous libérer pour les cacahuètes et le coca. Nous, on va pas faire une table ronde ce soir parce que voilà, on voulait un peu prendre le pouls de savoir si ça vous avait plu ou pas. Donc déjà savoir si ça vous intéresse et surtout quels seraient les sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochains talks et pour les prochaines tables rondes pour qu'on puisse essayer de faire le programme qui convient à tous. Alors si vous avez des questions à poser, moi je vais vous laisser poser des questions. J'en avais une qui me taraude, on verra après. Merci de me laisser le micro tout seul. Des sujets de talk pour la prochaine fois. Voilà. J'ai une question à la cantonade, mais à part votre chef, qui vous pose la question du nombre d'applications que vous décommissionnez chaque année? Vous avez 4 heures, marge à gauche, 3 quarts d'heure. C'est moi qui la pose. Tu vois, voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui des préoccupations qui
Non, je sens le gros moment de solitude, mais j'y vais quand même. Hein. Non, est-ce que ce sont des préoccupations qui vous passent au-dessus de la tête? Ah, je matos de feature. Ou est-ce que c'est des choses que vous commencez à suivre? Des choses qui... vous suivez simplement d'un point de vue pécunier, parce que bon, la caillasse, c'est ce qui compte, et on verra ça, on verra le green après, ou est-ce que ce sont des préoccupations au quotidien? Aidez-moi un peu, par contre, parce que je vais pas pouvoir tenir pendant une demi-heure comme ça, mais... j'en vois rien. Ça vous suivez ou pas? Ah. Et c'est tout? C'est vrai qu'ils ont Et, tiens, et par hasard, est-ce que... mais vraiment, curiosité mal placée, là, je suis en mode voici, mais... Combien d'applications vous décommissionnez chaque année? Par exemple, tiens... assez peu. Mais c'est des discussions qu'on a, en fait, si tu veux, à se dire quelle est la priorité. Et pour répondre à ta question sans y répondre... Non, mais... Je pose une question sans la poser aussi, donc t'as le droit, il n'y a pas de problème. Hein. Non, en vrai, avant de pouvoir vraiment... Ouais. Avant de pouvoir agir vraiment sur ces problématiques green, moi ma problématique c'est de bien comprendre où est la priorité number one. Sincèrement, entre la consommation de mes serveurs, la consommation de mes devices à la fin qui vont utiliser mon application, comme tout à l'heure on le disait, il y en a un de vous qui a dit, comment c'était phrasé, c'était l'informatique consomme 2 fois plus que l'aviation. Oui. Ouais, sauf que l'aviation consomme de l'informatique. Comment je calcule? Où est-ce que je m'arrête? Tous ces éléments-là, en fait, je ne sais pas exactement les quantifier. Donc, vous avez dit, et je pense que c'est hyper pertinent, que l'éco-conception, ça passe aussi par améliorer la performance, l'accessibilité. Et les efforts qu'on fait déjà, j'ai l'impression, du moins on devrait faire et que certains font, par exemple en termes de performance, vont dans ce sens de décommissionner des machines, arrêter d'utiliser du cloud, enfin sur certaines parties, retirer des fonctionnalités, mais est-ce que... Arrêter des AS400, oui. Arrêter des AS400, tout à fait. Est-ce que je cherche spécifiquement à retirer des applications? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que je vais dans ce sens-là? Je crois que oui, mais je ne sais pas le quantifier. Ouais, je comprends. Donc la caillasse. Ouais, mais c'est exactement un de mes problèmes aussi. C'est exactement la même... C'est une question de comptabilité derrière, et vu que je suis nul en compta, je suis un auvergnat, mais je sais mal compter. Non, c'est sortir de ce monde des poulets sans tête, en fait. Et c'est un Chapon qui dit ça, hein, mais on ne sait pas ce qu'on fait, mais on va le faire, et on va le faire bien. Ouais. Puis c'est un problème, c'est que, comme on l'a dit en conclusion, c'est que c'est difficile à mesurer. Donc, du coup, on se dit il faut le faire, mais chaque fois on dit mais c'est quoi concrètement qu'on va écouter? Parce que tu dis qu'il y a de l'informatique dans les avions, ce qui est vrai, mais l'informatique a besoin des avions pour la construction des smartphones. Parce que je crois que c'est, pour un smartphone, je crois que c'est 4 tours du monde. Parce qu'en fait, tu extrais la ressource, tu l'envoies pour la transformer, tu l'envoies après pour la packager, et tu l'envoies pour la distribuer. Et donc, du coup, tout ça mis à bout en fonction de où c'est fait. Tu as vite fait quelques milliers de kilomètres assez facilement, quoi. Du coup, c'est une petite question effectivement par rapport à la motivation, à l'incentive qui est derrière, le fait de choisir de faire de l'éco-conception. On en parle souvent, mais c'est vrai que du coup, on se pose la question au-delà des valeurs qui peuvent nous réunir, parce que ça vraiment, je pense que c'est cœur, et au fond, qui a envie de polluer pour le plaisir? Je pense que vraiment, ça nous rejoint tous. Je pose la question du coup de l'initiative, c'est-à-dire si je prends l'exemple, par exemple, de la nomenclature A, B, C, D, F, G, si on compare par rapport au DPE, diagnostic énergétique, voilà. Pourquoi est-ce qu'on veut passer à A au-delà des valeurs? Parce qu'on va payer moins cher, littéralement. Et à toute chose égale par ailleurs, on va vraiment payer moins cher sur une maison. Voilà. Si je prends un exemple qui peut peut-être réunir pas mal de gens, j'ai besoin de créer un site web vitrine, e-commerce classique, j'ai besoin d'un hébergement web, somme toute classique, voilà, avec un abonnement à 5 € par mois, grosso modo. Si je fais un site A juste sur la partie front-end, mais admettons qu'après on coagule tout plein de facteurs et de mesures, je vais payer exactement la même chose. Donc c'est juste cet exemple-là. Quelle est la place finalement de l'incentive financier? Aujourd'hui, il n'existe pas trop, j'ai l'impression, il peut exister voilà, avec le nombre de ressources qu'on va consommer, etc., sur du cloud et autres, mais financier et du droit. Je prends l'exemple, un jour on a dit, l'État dit, maintenant il n'y a plus de déchets jetables, c'est interdit dans les fast-foods. Voilà, il va falloir X années pour que finalement le droit dise maintenant c'est ça. Dernier exemple sur les passoires thermiques, on dit FG interdit à la location à telle date. Est-ce que ça va finalement commencer de fait
à devenir Pour important. répondre sur le côté financier, c'est vrai que sur l'impact sur le front, tu l'as pas trop, tu maîtrises pas trop, mais ça va être surtout sur le côté cloud, où justement tu vas dire je vais avoir besoin de provisionner moins d'infra, etc. Et ensuite, par rapport à ce que tu disais sur la légifération, je pense que c'est pour ça que tu voulais réagir. Et c'est en cours de discussion. Justement, il y a déjà eu la législation sur l'accessibilité. C'est en cours de voir sur l'éco-conception normalement, c'est ça, hein? C'est pour ça que tu voulais réagir, je suppose. Ouais. En fait, juste un exemple sur le financier. À la SNCF, ils ont optimisé c'est l'exemple que je prenais mardi dernier. Ils ont optimisé le site internet et ils n'ont pas fait non plus des folies, hein, tu vois. Groupe-sncf.com, et en fait, ils économisent entre 30 et 35 000 euros juste sur l'infra par an. C'est du bas de bilan tous les ans pour une optimisation où ça n'a pas été non plus la foudre de guerre, tu vois. Et d'un point de vue législatif, ils font plein d'autres économies, hein. Je t'ai pris l'exemple juste de l'infra. Et sur la partie législative et réglementation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle internationale, le W3C est en train de pondre un règlement, un référentiel, pardon, qui est basé sur le RGESN, parce que vous avez parlé des 115 bonnes pratiques, que je connais bien, j'étais un des principaux contributeurs sur la V3 et la V4, mais il y a le RGESN aussi qui entre en vigueur dans le cadre de la loi R2EN au 1er janvier 2025. On a aussi la directive européenne, CSRD, qui se renforce en janvier 2025. Là. Donc il y a des choses qui bougent. On est un peu pilote et leader à l'échelle internationale sur le sujet, hein, et on peut en parler à l'apéro sur la partie ISO, puisque c'est mon sujet. Mais en fait, il y a 2 normes ISO en cours d'écriture qui vont popper d'ici fin 2025-2026. Une sur les data centers et une sur la partie éco-conception, qui était vraiment le sujet de ce soir en mode projet. Et pas que éco-conception web, en plus. Parce qu'aujourd'hui, le problème du RGESN, la critique qu'on peut faire du référentiel des 115 bonnes pratiques, c'est très focus web. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc là, la prochaine norme ISO vient un peu tordre le cou à ce reproche-là. Donc les choses avancent, elles pourraient avancer plus vite. Il faut nous laisser du temps pour écrire la norme. Parce que tu vois, une norme ISO, on est 37 pays, tu vois. Donc tu joues, ça se joue pas, c'est la Ligue des Champions pour les qualiticiens. Si je fais une comparaison pour ceux qui préfèrent le football, je vous en voudrais pas. Mais ça prend plus de temps qu'une Ligue des Champions. Ouais. Après, clairement, les 115 bonnes pratiques, je trouve que c'est le bon truc pour rentrer dedans. Après, par contre, il n'est pas suffisant, clairement. En fait, là, j'ai participé à la V5, mais clairement, le RGESN est beaucoup plus complet. Après, il y a aussi l'IGN. Non. INR, ouais, avec le GR 491, ouais, c'est ça, ouais. C'est même 518. Mais c'est un document socle du RGESN en fait. Donc, c'est ça, après dedans tu as d'autres trucs, tu as aussi l'accessibilité, tu as aussi plein de secteurs. Voilà. Après, si vous voulez cranter sur du web, comme tu dis, en mode un peu start-up, sur le sujet, le référentiel Green IT, il est très bien parce qu'il est très agile. Il est assez intelligible. Enfin, nous, on l'utilise à l'agence depuis 2017, début 2017, donc l'agence RS6. Enfin, ça se passe, c'est plutôt un bon outil. Maintenant, il manque effectivement pas mal de choses, mais aujourd'hui, vous avez la protection des données avec le RGPD, vous avez le RGAA en 2009 sur la partie accessibilité, vous avez le RGESN là, qui va vraiment être officialisé avec sa valeur réglementaire au 1er janvier. Donc des normes, il y en a en France, de toute façon, on a 3 sports favoris, râler, manger et légiférer. Donc vous ne faites pas de soucis pour ça. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Et bravo. On va continuer de discuter comme ça autour d'un verre ensemble, à côté. Et puis on espère vous voir nombreux dans 3 mois à peu près, le 18 février. Et puis, si vous avez des sujets d'ici là, ça serait super cool, quoi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.